Nous arrivons à la dernière conférence de notre matinée. Alors, c'est toujours un grand plaisir pour moi de présenter mon vieux compagnon de réflexion sur l'architecture, sur son destin, de qui j'ai tant appris, Karim Basbous, notre hôte, l'organisateur, celui qui porte en quelque sorte ce projet intellectuel depuis si longtemps maintenant et qui réussit à le traduire ici à la SFA, dans la revue de la SFA, Le Visiteur, et qui crée véritablement un espace de pensée pour l'architecture qui est absolument exceptionnel, non seulement en France, mais de façon de plus en plus même mondiale, quand on voit l'évolution des revues d'architecture aujourd'hui. Et donc, sois-en remercié. Karim est l'auteur de 2 ouvrages fondamentaux à mes yeux. Avant l'œuvre, qui explique la puissance du dessin, du disegno dans la tradition humaniste. Ce samedi est fortement consacré aux valeurs de l'humanisme. Donc, avant l'œuvre, la puissance du disegno, j'y reviendrai cet après-midi, et puis un ouvrage majeur à mes yeux, même fondateur, qui est Architecture et dignité, publié aux éditions Conférences en 2022, et qui est, à mon sens, vraiment la référence en matière de ce que j'appelle une histoire architecturale de l'architecture, c'est-à-dire une histoire qui nourrit le projet, qui nourrit sa conception. Alors j'ai senti ce matin une forte teinte morale, au bon sens du terme. Comment réintroduire la question morale dans les enjeux technologiques de notre temps. Et en choisissant ce beau titre stoïcien, il me semble que nous ne quitterons pas le questionnement moral et sans doute critique que Karim va nous proposer. Karim, tu as la responsabilité de clore cette session. Les dieux et les extraterrestres. Ce sont les 2 êtres que les hommes ont imaginés s'agissant de ce qui les dépasse. Du mythe à la science-fiction, l'humanité n'a cessé de donner corps à un interlocuteur. Un 3e acteur voit le jour, un objet de science, mais une science qui confère une réalité à ce qui relevait hier encore de la fiction. Étrangement, on retrouve dans l'intelligence artificielle bien des traits de la relation que l'on entretenait avec les dieux. Adresser des requêtes et accepter en contrepartie de vivre, observer et commander. Cette relation s'est étiolée au fil d'un processus historique, de Machiavel à Voltaire. La laïcisation progressive des sociétés était parvenue à substituer le libre arbitre à la providence. Le cours des choses que l'on attribuait à la volonté des dieux a fini par être assigné à la volonté des hommes. On peut s'interroger si l'engouement actuel pour l'IA ne trahirait pas un désir inconscient de se libérer d'un tel fardeau. Observons à présent les effets de l'IA générative sur la conception du monde bâti, aussi bien à l'échelle individuelle que sur un plan collectif. Et cela implique de définir au préalable dans quelles conditions l'invention architecturale a pu exister et d'engager donc un travail généalogique, non des formes architecturales, mais des formes de pensée qui les précèdent. C'est le commerce avec les dieux qui a inspiré les premiers bâtisseurs, sculpteurs, artisans du monde hellénique. L'art occidental est né dans l'offrande et il en gardera la mémoire. Même lorsque les dieux auront quitté la scène, il restera l'expression d'une obsession du beau travail, une sorte d'insistance qu'aucune raison matérielle n'explique. Et soit dit en passant, l'obsession fait partie de ce qui distingue l'homme de la machine. La mort de Bergotte a inspiré une des plus belles pages de Proust sur ce qui meut l'artiste, et qui est de l'ordre d'une nécessité mystérieuse, conduisant à une dépense personnelle improductive, une offrande, en quelque sorte, même si dans l'art moderne, le destinataire n'est pas clairement identifié.
Cette place accordée aux dons défie l'économie marchande et son esprit comptable. En cela, elle constitue un grand signe de civilisation. L'intelligence artificielle promet rien de moins que d'inverser les rôles. L'homme ne serait plus donateur, mais receveur. Évaluer les conséquences d'une telle inversion oblige à retracer la part de soi dans l'histoire de l'art d'édifier. Le génie des bâtisseurs grecs est né au service d'une figure idéale, commune, répétée. Au temps d'Ictinos, le canon règne sur les esprits. L'architecte se concentre sur des choix ponctuels et les temples périptères se ressemblent, mais aucun n'est identique à un autre. Chacun possède une combinaison de paramètres, de réglages qui fait toute la différence sans altérer la disposition du bâtiment dans ses grandes lignes. L'unicité du Parthénon repose sur son algorithme. À l'âge des premiers types resserrés sur eux-mêmes succède celui des hybridations lorsqu'il s'est agi à Rome de mettre à profit les savoirs constructifs des peuples colonisés pour satisfaire la nécessité inédite et fondatrice de grands bâtiments publics ou de vastes ensembles urbains. Apollodore se libère de la tutelle des modèles idéaux et s'inspire, pour composer le complexe de Trajan, des contraintes du terrain et du programme. Le décor ne relève plus de la déclinaison d'un type, mais d'un assemblage d'éléments étrangers les uns aux autres et dont la disposition devient de fait plus libre. Rome, cette pépinière de figures, promeut ainsi une définition élargie de l'harmonie, entendue comme une concorde d'éléments discordants. La part de soi gagne du terrain sur la règle et le modèle. Au Ve siècle, le déclin du langage universel gréco-romain inaugure une ère peuplée d'une multiplicité de figures hétérogènes disséminées à travers l'Europe, un ensemble que rien ne réunit si ce n'est l'appellation de Moyen-Âge, qui est pour nous le troisième. Colonnes trapues ou effilées, murs bahus, motifs ornementaux atypiques et accouplements typologiques reflètent un imaginaire ingouverné. Sans règles de proportion ni grammaire, sans code ni canon, églises, abbayes et baptistères font du vieux continent un vaste cabinet de curiosités. La liberté dans la conception des parties et des assemblages s'apparente à un collage, tandis que les plans laissent entrevoir parfois le fil ténu d'une tradition qui remonte à la basilique romaine, elle-même descendante du Naos. Bizarrement, le monothéisme multiplie les figures que le polythéisme avait réduites. Cela ira croissant dès le Quattrocento, qui voit le dessin investir le travail de conception, inaugurant ce que les architectes appellent le projet. Dans ce quatrième âge de l'intelligence des bâtisseurs, l'idée confuse devient le guide. C'est la naissance du brouillon, terreau de l'invention. Il se reconnaît dans des représentations incertaines, des dessins et des maquettes d'études, jalonnant une marche quasi aveugle, qui ne connaît son terme que dans la découverte tardive d'une disposition singulière, résolutive, inédite, parfois même étonnante. Du temple dorique périptère aux églises centrées ou longitudinales, la notion d'harmonie connaît ainsi plusieurs foyers. La conquête de cette multiplicité est le fruit d'une incessante confrontation de soi-même à un savoir commun, une confrontation dont l'issue diffère d'un architecte à l'autre. Le style que Bourdieu définissait par cet écart individuel par rapport à la norme linguistique en est l'expression. Le trait de Bramante exalte la règle, celui de Guarini accorde à l'exception le premier rôle. 4 siècles vivront de cette relation féconde entre le disegno et une grammaire héritée de l'antique, féconde car l'un se nourrit de l'autre. À la multiplication des types s'ajoutent les déclinaisons auxquelles chacun d'eux se prête. Cette profusion a été rendue possible par l'industrie du papier et l'introduction de la mine dans la seconde moitié du XVe siècle. Le croquis, bras armé du disegno, permet à l'esprit d'accéder avec une facilité sans précédent à des assemblages de lignes librement disposées, immédiatement soumis au jugement de l'œil. Le croquis fait du projet un processus d'autocritique.
Dessiner, c'est critiquer l'intention, la remodeler jusqu'à ce qu'elle se révèle à elle-même et acquiert la qualité d'évidence sans être pour autant un lieu commun. Bien des croquis servent à laver l'esprit des envies sans intérêt, des influences et des préjugés. Le dessin n'exprime pas une idée, il en fait le procès. D'un croquis à l'autre, l'esprit s'attelle patiemment, non à la représentation d'un ordre établi, mais à la découverte d'un ordre sans précédent, un ordre qui se définit en même temps que les règles qui le gouvernent, lesquelles émanent du projet lui-même. Il y a un siècle, le passage du langage classique à l'expression moderne marque une liberté conquise au prix d'une perte d'assistance. Le vide a dû être comblé avec une part de soi plus grande encore, dans un jeu de plus en plus risqué. Prenons l'exemple du support libre. À la différence de la colonne classique, le poteau moderne n'a aucune forme a priori. Il peut donc facilement devenir l'expression d'une simple nécessité d'ordre constructif, avec une section dictée par le calcul des charges. Dans quelques cas, une volonté est intervenue pour défendre les prérogatives plastiques et spatiales de la structure, afin que le verbe porter ne perde pas ses titres de noblesse. C'est ce dont témoigne notamment la faculté d'architecture de São Paulo avec un spécimen hautement singulier. Artigas met ici en cause les catégories. Il sème le doute et livre une question sans réponse. Est-ce un lambeau tombé du grand mur périmétrique suspendu, affublé d'un pyramidon élancé, ou bien d'un pilier qui ne dit pas son nom? Cette ambiguïté est une expression d'intelligence. Élargissons l'échelle en restant sur le même thème. Les portiques classiques sont relativement normés, tandis que les modernes sont plus libres. Cette comparaison illustre une réalité universelle. En s'affranchissant des règles, la subjectivité joue plus gros, mais avec moins de chances de gagner, et il n'y a qu'à lever les yeux pour constater la rareté du coup d'éclat dans cette nouvelle loterie. Bien avant l'IA, la révolution numérique avait déjà affaibli la maîtrise du libre arbitre en dissipant le dessin, qui emporte avec lui le plaisir du trait et l'audace d'esprit à laquelle ce plaisir nous initie. Il est peu probable qu'une maquette numérique favorise l'élan d'une poutre lancée dans le vide d'une manière dégagée, mettant en scène sa propre liberté, tandis qu'en dessous, les meubles semblent posés dans un jardin. L'argument du « on peut tout faire » que les informaticiens ressassent est un piège. Bien entendu, un tel agencement n'est pas impossible dans le BIM. C'est juste contre-intuitif. Il y a un lien naturel entre les procès et les résultats qui révèlent comment s'installe insidieusement une paresse de l'esprit et, in fine, un appauvrissement des espaces qu'il conçoit. McLuhan nous enjoignait de considérer non ce que nous faisons avec la machine, posture moderne, mais ce que la machine nous fait, qui est une observation postmoderne. Partir du trait ou d'une bibliothèque informatique n'a pas les mêmes effets sur le devenir des figures. Que dire alors de Midjourney ou DALL, des systèmes pour lesquels toutes les images de la toile constituent désormais une méga-bibliothèque dans laquelle des algorithmes sélectionnent eux-mêmes de quoi composer les représentations d'un bâtiment. La part de soi se réduit alors à une brève rédaction. On assiste aujourd'hui à un transfert de la boîte noire du cerveau à la boîte noire des systèmes. Les habitudes de langage finissent par nous leurrer. Substituons un instant génie à intelligence. Existe-t-il un génie artificiel? Quel terrain à haut risque allons-nous arpenter d'un prompt? Le thème qui nous réunit émerge à un moment précis d'une évolution qu'il était nécessaire de retracer avant d'interroger rien de moins que notre puissance d'agir. Un point de différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, identifié par Éric Sadin, est que la première travaille par corrélation, la seconde par association. Cette observation est essentielle car elle éclaire le pouvoir du disegno, surtout dans l'œuvre des derniers maîtres. La corrélation identifie les rapports existants entre deux choses, tandis que l'association réunit des choses pour en faire une communauté dont le lien, harmonique ou sémantique, ne préexiste pas,
mais s'établit par l'association elle-même, en l'occurrence par le projet. La corrélation établit des liens prédéterminés ou probables, tandis que l'association produit le sens par le rapprochement de choses étrangères les unes aux autres et par la manière de les rapprocher. C'est le propre du fait poétique. Le sens du projet que l'on dessine émerge ainsi au fil d'une succession de décisions imprévisibles par lesquelles s'écrit le destin de l'œuvre. Au probabilisme de l'IA, le projet oppose le luxe de l'improbable. Les objets à réaction poétique de Le Corbusier étaient en quelque sorte des données publiques, disséminées, que seule la mémoire d'un homme a récoltées. Personne n'avait avant lui réuni de surcroît autour d'un hôtel vosgien une gargouille, une coque de crabe, des stèles de Tivoli et des niches du Mzab. Le voyage a toujours été le terreau de l'imaginaire. Sans altérité, sans altération de soi, oserais-je dire, par hybridation ou par migration, l'esprit finit par s'étouffer. Kahn avait peut-être visité la Villa d'Este avant de dessiner le prolongement inutile mais fondamental des murs des laboratoires Richards qui se dressent dans le ciel. L'oxygène peut aussi venir non d'un autre pays, mais d'un détournement de l'usage. Avant que Charot n'ait eu l'idée de les disposer sur la façade principale d'un hôtel particulier, les briques de verre Nevada n'avaient été utilisées que dans les toilettes publiques. Et Neutra a choisi le phare d'une voiture Ford pour éclairer l'escalier de la maison Lovell. Ce que l'on appelle l'art, cette expérience de la pensée qui n'a pas la vérité pour maître, sans pour autant être immédiatement assimilée aux passions et aux mythes, facilité platonicienne, nos sociétés ont patiemment appris à en reconnaître l'importance. Le logos n'a donc pas le monopole de l'intelligence, au point que certains auteurs, dont Valéry, ont tenu à rapprocher la bêtise de la poésie. Le Corbusier l'a rejoint sur ce point plusieurs fois, notamment en qualifiant le mur de Ronchamp de bêtement épais, opposant ainsi au rationalisme plat un arbitraire joyeux, une désinvolture propre à l'enfant qui a tant fasciné Nietzsche, aussi bien que Picasso. La fécondité du jeu nous en donne le goût. L'architecte joue avec les modèles et à l'époque maniériste, il se joue des règles au point de rompre avec toute forme de modèle. Or, ce système vivant, cette libre circulation des figures du monde, qu'elles appartiennent au répertoire savant ou ordinaire, au gré de nos mémoires et des contingences que le dessin provoque, ce système vivant est, avec l'IA, en passe d'être remplacé par un système nécrosé, fait d'un recyclage des éléments du stock. À l'association de figures s'ajoute l'association de dispositifs. Dans la chapelle des Pazzi, la planéité de la façade dissimule habilement la voûte du portique. Association aussi de qualité. Dans la Saracena, un je ne sais quoi marie l'opacité la plus radicale à une franche transparence. Et dans bien d'autres exemples encore, le projet illustre un espace des contradictions, du mensonge légitime, des ruses, des faux-semblants, des contre-vérités. Bref, dessiner consiste aussi à découvrir des exceptions, à trahir les systèmes. Aussi grande qu'elle ait pu être au siècle dernier, la part de soi n'a pas suffi. Curieusement, plus les architectes ont été révolutionnaires, plus ils ont revendiqué un héritage, comme en témoigne l'hommage de Wright à l'ancien Japon, celui de Le Corbusier au génie arabo-méditerranéen, l'intérêt d'Alto pour les vieux savoirs constructifs de la forêt ou de Loos pour la science des bâtisseurs anonymes. Chacun d'eux a entretenu la mémoire d'un bien commun. Il s'agit d'une matière symbolique dont l'histoire remonte aux premières cités. Issue des mythes, elle s'est adossée aux dieux, a représenté les princes, a mobilisé l'art et gagné les masses. C'est une instance de régulation. Au pied de la façade orientale du Louvre, on ne peut qu'être calme. C'est un neuroleptique de pierre. La feuille de route d'un grand bâtiment n'est autre que la captation, la circulation et la redistribution de cette matière symbolique qui permet de réunir le corps social, malgré tout ce qui tend en toute époque à le diviser. Est-il utile de rappeler que le rang, la couronne, la foi, la République, et notamment la cinquième,
doivent à l'art de bâtir un corps glorieux, un corps qui tient l'espace et parfois même le temps. On retient donc de cette longue histoire de l'intelligence architecturale, d'une part, la nécessité de préserver un sol commun, fût-il en constante transformation, et de l'autre, la nécessité d'une subjectivité à même de le cultiver. Or, l'ensemble des données ne constitue pas un legs, et le programme qui les compute met la subjectivité en friche. Nous vivons une dépossession et un renoncement. Les derniers grands bâtisseurs ont tenu le gouvernail en un siècle enivrés par la puissance de l'industrie. J'entends par là qu'ils n'ont jamais fait du projet architectural un faire-valoir des techniques, tout en exploitant la liberté offerte par ces dernières et en l'exploitant à des fins étrangères au pragmatisme productif. Les lignes du musée de Niteroi ou de la Villa Mairea n'appartiennent à aucun système. Ne nous méprenons pas. C'est au terme d'un rapport de force que l'architecte peut ou non disposer de cette matière symbolique. En témoigne, dans bien des cas, le dernier espace qui lui est désormais accordé, celui de la façade et de son matériau. Bien des architectes vivent de ce pourboire. Le partage de la puissance qui se profile entre les plateformes numériques, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage laissera peu de répit. La vitesse est assassine. Et la victime, c'est ce qu'il nous reste des grands pourvoyeurs symboliques évoqués au début. Un certain usage du temps, qui recoupe le temps comme mesure du travail, de l'Antiquité jusqu'à la critique marxiste, mais sans s'y confondre. Car le temps a structuré non seulement le capitalisme, qui s'est reconnu dans le proverbe de Benjamin Franklin « le temps c'est de l'argent », non seulement le capitalisme, mais aussi ce qui lui résiste. Une action qui descend de l'offrande fondatrice d'un autre rapport à la dépense et à la valeur, et qui livre ce que l'on appelle l'art. Or, la durée créatrice, cette ligne du temps irrégulière, rythmée par des mouvements de pensée sur laquelle Bergson s'est attardé, cette ligne du temps, l'IA la réduit à un point. On pourrait soutenir que d'un point à l'autre se profile l'expérience d'un pointillé alignant des versions du projet instantanément produites. Cela a toutefois deux conséquences. La première, à l'échelle individuelle, est un déplacement d'un terrain à un autre, de la critique par le dessin à une critique sans dessin. Une expérience va donc se raréfier, celle de la respiration de la pensée, assistée du croquis de recherche, avec des doutes qui font ralentir et des bouffées d'intuition qui offrent une accélération. Ce rythme devrait s'effacer au profit d'un autre encore inconnu. La seconde conséquence relève de l'échelle collective. Imagine-t-on entretenir d'un clic la relation séculaire entre une subjectivité et un capital commun ? L'architecture occidentale s'est inventé un vivier, une grammaire, avant d'ouvrir au siècle dernier l'étendue des correspondances possibles, intégrant des figures prosaïques dont l'imagination individuelle devait s'inspirer. Le dessin a donc toujours été une confrontation avec le non-soi, une tradition, des lois auxquelles obéit la forme, mais aussi une omoplate après le coup de scie d'un boucher. L'agent conversationnel est un non-soi d'une autre nature. Annonce-t-il le règne des tics, des mimétismes et de la paresse, ou bien peut-il devenir pour l'esprit humain un stimulant, ce par quoi le cerveau pourrait encore se muscler et embrasser le monde de ce regard neuf dont l'histoire se nourrit. Se pose ici la question de l'exercice même du savoir. Il y a une définition de la pensée que nous devons aux Grecs. La maïeutique de Platon, la dialectique d'Aristote ont fait du savoir un sport intellectuel. Il en va de même pour le projet. Lorsqu'on dessine un bâtiment, ce n'est pas produire ou générer, mais devenir dont il est question. Dessiner dans la tradition du Disegno à laquelle nous appartenons et qui est en train de prendre l'eau, consiste à ouvrir des possibilités afin de se donner les moyens de faire des choix inattendus et judicieux. L'automate est précisément celui qui a perdu la capacité de choisir, avec toute l'horreur qui accompagne un tel état et qui a inspiré le personnage d'Alex Delarge. Aujourd'hui, on commente davantage ces robots qui ressemblent à des humains avec le mythe du cyborg que ces humains dont le comportement se robotise. L'architecte est pour le système productif une proie facile.
car sa contribution n'est pas toujours considérée comme un actif dans la comptabilité de l'opération. Le projet est un art, parce qu'il a pour objet la valeur immatérielle de l'œuvre en s'adossant à la valeur matérielle de l'ouvrage. Cette plus-value est une affaire d'intelligence, mais aussi de générosité. L'architecte cède un temps qu'aucun contrat n'exige pour gagner une valeur qu'aucune demande explicite ne réclame. Et d'ailleurs, le temps de la structuration des grandes lignes de l'œuvre se distingue du temps de l'affinage qui lui succède et qui peut être plus long que le premier. Michel-Ange avait esquissé le dôme de Saint-Pierre avant d'en régler patiemment l'inflexion, et Beethoven avait déjà composé la 5e symphonie avant de s'attarder longuement sur les détails qui ont fait la perfection de la version finale. Cette maturation, cette patine de l'idée est aussi l'affaire du peintre. Pour moi, je fais gloire de ma lenteur, se plaisait à dire Agatharcus. La finesse critique et le temps qu'elle nécessite sont incompatibles avec un usage productiviste de l'IA. Pourquoi le XVIIe siècle français, qui est une de mes obsessions, est-il si important dans l'histoire du capitalisme, de notre rapport au temps et à la dépense? Pour un ensemble de raisons, parmi lesquelles la suivante. C'est l'âge d'or de la cour. Et la cour est la dernière formation sociale où les hommes ne calculaient ni ne travaillaient. Je ne fais pas ici l'apologie de l'Ancien Régime ou de l'oisiveté. Je relève simplement quelque chose de la noblesse, qui est l'opposé absolu de la bourgeoisie triomphante, laquelle a considérablement évolué au cours des siècles. Elle a promu l'industrie, le commerce, la science, la ville moderne, démocratisé le confort, mais elle a aussi institué l'avarice. Son évolution au fil d'un processus de financiarisation a fini par établir aujourd'hui ce qu'Alain Suppiot appelle la gouvernance par les nombres, un terrain particulièrement fertile pour les algorithmes. Or, la qualité architecturale ne saurait se mesurer par des indices. Comme aurait dit Einstein, ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Sur la question précise du symbolique, notre siècle est, pour l'heure, l'inverse du XVIIe. Autorisons-nous un pronostic. Il se pourrait bien que l'IA favorise des bâtiments issus de la plate moyennisation des données ou, à l'opposé, l'extravagance. Or, la singularité architecturale est étrangère à ces deux catégories. Bien des quartiers racontent la solitude de l'architecte, aussi bien que la solitude des bâtiments eux-mêmes lorsqu'ils ne partagent qu'une réglementation. Et même un canal ne peut les réunir. Cette solitude est la conséquence d'un divorce entre l'esthétique et le politique. En France, l'ordonnancement des façades est une représentation de ce que fut le pouvoir. D'Henri IV à Haussmann, quelque chose s'est imprimé. Une idée de l'ordre qui a connu au grand siècle son expression la plus austère, avant de se démocratiser avec l'invention du boulevard et de se réinventer au siècle dernier. Il n'en reste plus grand-chose dans les directives du plan local d'urbanisme qui sont dépourvues de la moindre portée symbolique. Le résultat est sous nos yeux. Sait-on pourquoi ici on répète des fenêtres et là on les différencie? C'est dans ce désarroi qu'émerge l'intelligence artificielle. Elle encourage 3 dangers. L'errance des diagrammes, la difficulté de juger selon des critères collectifs et parfois l'outrance des décisions. L'IA pourrait bien accompagner le déclin du principe esthético-politique de représentation, tout comme elle pourrait lui offrir une renaissance à condition d'en faire un usage savant. Cela contribuerait à endiguer 2 genres de production omniprésents, l'un en ville, l'autre sur les écrans. Il s'agit des corps insignifiants et des monstres. Les premiers sont l'expression d'une servitude face à l'industrie du bâtiment, et il y a tout à croire que dans cette catégorie, le remplacement des architectes aura peu d'effet sur le paysage construit. Les monstres, quant à eux, sont à l'architecture ce que les membres de la cour de Jabba dans la guerre des étoiles sont à l'humanité, des êtres conçus pour satisfaire un voyeurisme ayant pour objet le bizarre, voire l'effroyable. Le modèle pauvre et le geste outrancier sont les descendants dégénérés de 2 piliers de la culture architecturale que sont, d'une part, le type qui stabilise la société
et de l'autre, l'invention qui la bouscule et qui, par sa portée révolutionnaire, accélère l'histoire. Travailler le type, ou en proposer un, revient à entretenir une mémoire vive des figures. Or, l'IA encourage un rapport amnésique et désaffecté avec les figures, comme si on les choisissait sur un rayon de supermarché. L'IA telle qu'elle s'annonce aujourd'hui, c'est le marché des figures dépourvues du moindre pouvoir symbolique. Il y a là de quoi aggraver la crise du sens, et le libre cours d'une subjectivité qu'aucun savoir n'accompagne, et le libre-échange des produits de ces subjectivités faibles dessine le paysage désolé et disloqué de l'ère postmoderne qui semble ne pas avoir de fin. L'architecture du futur sera molle et poilue, annonçait Dali. Les monstres n'ont pas attendu l'IA, certes, mais celle-ci leur offre un engrais. Étrangement, c'est un nouveau beaux-ardisme qui apparaît. Alors, c'est un mode d'expression qui s'est développé lorsque l'ancienne culture de ce que l'on appelait le parti, dans l'estimable tradition portée par Labrouste et Gadet, a mué en une culture de l'idée grossière. On entend par beaux-ardisme la libre expression donc d'un arbitraire sans fondement ni pouvoir de conviction. Il se contente de faire de la figure le serviteur d'un concept en appuyant le trait. Et quoi de plus efficace qu'un prompt pour traduire un propos en figure? En art, le commentaire entendu comme le texte ex post n'avait de pendant jusqu'à ce qu'apparaisse aujourd'hui le texte ex ante, qui ordonne. Cela présuppose une correspondance immédiate, comme en atteste au demeurant la vélocité avec laquelle la figure obéit à son prompt. Nous sommes loin des contradictions entre les propos et les projets par lesquels les maîtres ont su brouiller les pistes. Le prompt, lui, rattache le discours à la figure dans une sorte de nouvelle littéralité. N'oublions pas au demeurant que le plus littéraire des bâtisseurs du siècle dernier a identifié l'acmé de la qualité architecturale sous la formule d'espace indicible. Le beaux-ardisme s'installe dans un vide critique, c'est-à-dire dans l'absence d'autocritique. L'autocritique accorde aux faits, un dessin, une maquette, un poids plus grand que ce que l'esprit avait imaginé au préalable. Ce petit retrait de soi rappelle une formule de Kahn qui, face à un projet, se demandait « what it wants to be ». Lorsqu'il s'obstinait à vouloir mettre des arbres dans la cour du Salk Institute, il a fallu l'œil de son ami Barragan pour lui faire réaliser que la cour n'en voulait pas, et que c'est dans sa minéralité absolue qu'elle allait devenir un lieu. Un lieu qui descend en ligne directe de ceux du grand siècle, si représentatifs de cette maîtrise de soi que Norbert Elias définissait comme l'absence de toute ornementation spontanée, de tout étalage non contrôlé de sensibilité. Quoi de plus grec? Et surtout, quoi de plus intempestif? Alors, à la question « que faire de soi ?», le projet architectural adresse une réponse qui ne devra rien perdre de sa vigueur. S'entretenir. Dessiner, c'est discuter avec soi-même, engager un débat, arbitrer entre différentes raisons qui se disputent la figure, liées au programme, à la construction, aux proportions, et qui deviennent solubles dans l'intellect. La spécificité de l'esprit humain réside notamment dans une confusion des idées que le croquis porte en l'état, d'où l'imprécision du trait qui souvent traduit la précision fragile d'une intention. L'IA apparaît dans un contexte où l'industrie numérique avait déjà fortement infiltré la conception architecturale et bien des quartiers illustrent les facilités offertes par Revit. Avons-nous évalué ce que le monde bâti doit au dessin ? Ce grand absent du débat sur l'IA est pourtant ce qui peut nous éclairer sur ce que signifie le travail dans la conception des bâtiments, un travail appelé à être de plus en plus hybride. Le goût de la facilité dont le beaux-ardisme était déjà le signe a de quoi s'épanouir lorsqu'il devient possible de générer une figure d'une phrase. Qu'est-ce qui empêcherait l'arrivée prochaine de prompts à entrées multiples, étant donné tel site, tel programme, budget, réglementation et tel style souhaité, le prompt finissant par « propose-moi les représentations géométrales et perspectives d'un bâtiment qui satisfasse ces demandes et décris-moi les avantages qu'il offre ». Cette possible genèse de bâtiments in vitro
c'est-à-dire sans passer par la main d'un architecte, nous oblige à définir ce qu'est une intention architecturale. Comment ça germe? Comment ça prend forme? À quoi la reconnaît-on? Et comment l'évaluer? La structure même du mot nous met sur la voie. C'est une tension intérieure. L'intention se mesure donc à la fermeté de la pensée. Le signe de cette fermeté est l'itération dont témoigne le défilé des croquis et des maquettes de recherche, l'insistance de l'esprit, bref, l'opposé d'un zapping déstructuré. Beckett a écrit « Il faut rater, faillir, il faut s'y remettre et rater mieux ». Rater mieux signifie que l'on s'approche de quelque chose sans savoir ce que c'est. Voilà un enjeu. Comment raffermir la pensée sans réifier précocement son objet? Qu'y a-t-il d'intérieur lorsqu'on délègue la production à un système? L'accès instantané à une pléthore de possibilités ad nauseam à la portée d'un clic tend à nous ramollir. Tailler son pré dans le champ infini que l'IA déploie sous nos pieds est un pari intenable si l'on ne restaure pas le pouvoir symbolique des figures que seul un esprit souverain peut appréhender. Alors que la technologie est en passe de devenir une religion, avec l'aliénation que cela implique. Concevoir un projet demeure l'expression d'une vitalité que nul autre métier ne possède. On peut donc comprendre la volonté de garder jalousement cette expérience entre nos mains. L'intelligence artificielle, qui apparaît comme le dernier clou dans le cercueil du projet architectural, devra être le premier d'un échafaudage encore inconnu. Un échafaudage au service de ce qu'il nous appartient de décider, afin de reprendre la main sur le destin d'une profession qui a tant donné avant d'avoir tant perdu.